Un instant avec mon autre invité. Nous voilà de retour avec Youssef Brakni, qui est membre du comité Vérité et Justice pour Adama et qui travaille sur les questions d'égalité dans les quartiers populaires. Youssef Brakni, début de tension, échauffourée, début d'incendie. Comment vous analysez la situation actuellement dans un certain nombre de banlieues? Alors déjà bonjour, merci pour l'invitation. Alors oui, comment j'analyse, pour moi c'était la chose la plus logique qui devait forcément arriver en fait. Alors, on a vu depuis le début du confinement en fait plusieurs vidéos qui ont été diffusées, filmées, où on voit des policiers en fait littéralement se déchaîner. Il faut parler de déchaînement là, je pense que c'est le terme qu'il faut employer, se déchaîner sur des jeunes des quartiers populaires depuis le début du confinement en fait, où on voit qu'il y a en fait une concentration des forces de police sur ces quartiers avec des brimades, des coups, des tasers. Je pense à la jeune Rama à Aubervilliers qui descendait juste faire ses courses et qui a été tasée, gazée, frappée et qui est rentrée chez elle en sang. Donc comment c'est possible aujourd'hui dans une démocratie qu'une jeune mère de famille qui descend faire ses courses se retrouve tasée, frappée au sang et qui rentre chez elle devant son enfant ensanglanté. Ça, c'est un cas, mais il y en a plusieurs. D'autres qui travaillent dans des organismes de santé, qui, pareil, aux Ulysse, qui ont été, où on entend des scènes de torture, d'un jeune homme qui hurlait de douleur et qui était littéralement lynché par des matraques télescopiques. Et donc là, évidemment, avec ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je pense que c'est la force de l'image, la force symbolique de cette image, où on voit ce jeune homme hurler de douleur au sol. Et on voit que sa jambe semble complètement retournée, écrasée. Et donc cette image symbolique a littéralement fait exploser les choses. Et je rajoute juste que la France, c'est le seul pays du monde occidental où il y a aujourd'hui des révoltes dans ses périphéries. C'est quand même à noter. Voilà, la France se distingue à nouveau. Il n'y a pas un pays aujourd'hui en Occident, même aux États-Unis, où il y a des révoltes. Il n'y a que la France aujourd'hui. Vous exagérez, aux États-Unis, il y a des révoltes, mais contre le confinement, et ceux qui se révoltent sont plutôt blancs et parfois sont même armés de fusils d'assaut. On en a vu un certain nombre. Ils veulent en finir avec le confinement et ils ont même manifesté devant la Maison Blanche. Il y a des révoltes, mais pas de la même, pas de la même sorte. Oui, alors on peut appeler ça, moi j'appelle ça des révoltes d'extrême droite. Elles sont quand même très limitées, ça reste quelques petits groupuscules, c'est en plein jour, bon, ils montrent leurs armes. C'est essentiellement politique puisque c'est contre des gouverneurs démocrates. Donc c'est ciblé en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les États où il y a des gouverneurs démocrates qui ont instauré un confinement. Où donc là, bon, ça reste quand même assez gentil, quoi. Je veux dire, c'est pas pour moi une révolte. Voilà, je pense aux grandes révoltes ouvrières, etc., où on a voilà des scènes de violence, etc., un affrontement radical et brutal avec les forces de police. On n'a pas encore ça aux États-Unis. Et je pense pas qu'on aura ça. Et on n'a pas non plus de grandes révoltes en France. On a des échauffourées pour l'instant. Ça concerne infiniment peu de gens. On parle de crise sociale qui viendrait s'ajouter à la crise sanitaire due au confinement. On n'a pas de révolte considérable. Quand même, quand on regarde les images, je sais pas, après il y a un blackout médiatique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, les grandes rédactions ont décidé de ne pas traiter ces révoltes, de ne pas les filmer. On voit par exemple peu de journalistes qui sont présents sur place. Pourtant, quand on va sur les réseaux sociaux, et quand on va sur notamment par exemple le réseau social Snapchat qui joue un rôle très important tous les soirs en fait dans l'organisation de ces révoltes, on voit que c'est partout en fait, que c'est même à Dijon, que c'est à Tourcoing, à Roubaix, à Bordeaux, en Bretagne, dans toutes les régions de France, on a aujourd'hui un début. Alors c'est un début évidemment c'est pas non plus énorme, mais en tout cas quand on voit dans ces vidéos comment la police a du mal en fait à maîtriser la situation, quand la police a du mal à rentrer carrément dans ces quartiers. On le voit par exemple, il y a plusieurs vidéos où on les voit faire des tentatives pour rentrer dans le quartier, ils n'y arrivent pas. Donc ça montre qu'en face il y a quand même un assez grand niveau, en tout cas de violence face à eux, qui fait qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans le quartier alors qu'ils ont beaucoup de moyens, ils ont des hélicoptères, etc. Non, moi je pense que c'est minimisé. Je pense qu'aujourd'hui on ne veut pas montrer ces images parce qu'en fait on a peur d'un effet, d'une espèce de contagion en fait, déjà entre les quartiers, mais aussi qu'il n'y ait pas de contagion avec les partis, je pense, des mouvements sociaux, notamment à gauche, je pense à tout ce qu'il y a pu avoir vis-à-vis des retraites, etc., pour pas avoir de lien, en fait, et d'union aujourd'hui
avec d'autres secteurs en lutte. Je viens de m'entretenir avec Michel Auboin, qui est un ancien préfet. Vous n'avez pas entendu ce que nous nous sommes dit, mais lui explique, décrit le même genre de choses que vous, mais lui l'explique par l'interruption des trafics de drogue dus au confinement. Pour lui, ce serait la raison pour laquelle à la fois il y a des échauffourées, ce serait la raison pour laquelle il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui sortent de chez eux, qui se regroupent, et ce serait la raison aussi pour laquelle ils ne veulent pas que la police entre. C'est parce que ce sont des quartiers tenus par les trafiquants. Alors déjà, il faut déjà rectifier certaines choses. Déjà, le trafic de drogue ne s'est jamais arrêté, c'est-à-dire que, y compris pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste d'aller dans les points de vente, en tout cas ceux qui sont près de la périphérie. Moi, j'habite à Bagnolet, hein. Il y a un gros point de vente, c'est une des plus grosses plaques tournantes de drogue en France. Or, on voit qu'il y a des gens qui continuent à venir acheter, à se procurer des drogues, etc. On le sait tous, que je pense que sinon, il y aurait une plus grande explosion encore si les gens n'avaient pas leur drogue. Je pense que la situation serait encore plus intenable. Et je dirais même que je pense qu'il y a même des consignes qui vont dans ce sens-là où il faut pas trop non plus être sévère sur la question de la drogue, parce que comme les gens sont confinés, il y a un risque que les personnes deviennent violentes, qu'elles sortent dans la rue, qu'elles commencent à agresser, etc., parce qu'ils seraient en manque. Et aujourd'hui, le trafic de drogue ne s'est jamais arrêté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas, et le confinement le prouve, aucun quartier où les trafiquants de drogue en fait seraient les maîtres absolus et la police ne pourrait pas rentrer, etc. Ça, c'est de l'ordre du mythe aujourd'hui en France. C'est-à-dire que ça, c'était une idée qui était véhiculée par l'extrême droite pendant des années en France, et aujourd'hui, elle est complètement reprise par tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui sur les plateaux télé des gens qui vous disent que la police ne veut pas rentrer dans certains quartiers. On parle de quartiers perdus, de territoires à reconquérir, des territoires où la République n'est plus là, etc. C'est complètement fou. Il n'y a aucun quartier en France où la police ne peut pas rentrer. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Vous venez de me dire qu'il y en avait certains, aujourd'hui même, où, en dépit du fait qu'ils avaient des hélicoptères, ils ne pouvaient pas rentrer. Ça, je vous parle dans un cas où il y a des révoltes. Alors, dans un cas où il y a des révoltes, il y a du coup des groupes contre la police qui sont organisés, très mobiles, voilà, qui sont difficiles à capter pour la police, etc. en pleine nuit. Ça, je vous parle évidemment. Là, on est face à un truc où la police, elle trouve en face d'elle une résistance. Donc là, c'est normal. Mais sinon, en temps normal, moi, on le sait très bien, la police peut rentrer n'importe où, elle peut faire des perquisitions, elle peut aller arrêter. La preuve, il y a eu des arrestations. Il y a eu, je crois, une vingtaine d'arrestations hier soir. Donc, c'est possible pour la police de rentrer partout. Et ces images aujourd'hui qui tournent partout, de tous les quartiers de France, où on voit les policiers se déchaîner contre des jeunes, montrent qu'ils peuvent rentrer partout, montrent qu'ils sont maîtres en fait absolus dans les quartiers populaires. Sinon, ils ne pourraient pas traîner des personnes comme ça sur plusieurs mètres, ils ne pourraient pas les lyncher, ils ne pourraient pas les taser, ils ne pourraient pas les gazer, etc., etc. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas de quartier aujourd'hui où ils ne peuvent pas entrer. Par contre, évidemment, quand la résistance, quand les jeunes de ces quartiers se révoltent légitimement face à ces actes, eh bien évidemment que là, ils ont une résistance en face et ils ne peuvent pas entrer comme ils le veulent, évidemment. Youssef Brakni, si je vous comprends bien, s'il y a des problèmes, des tensions aujourd'hui en banlieue, c'est la faute des policiers. Ça n'est pas la faute de la pauvreté de ces quartiers, de la surmortalité due au coronavirus, du fait que les gens sont entassés plus nombreux qu'ailleurs, qu'il y a moins de médecins, moins de grandes surfaces pour se ravitailler, qu'il y a plus d'obèses aussi, plus de malades du diabète dans ces quartiers pauvres qu'ailleurs. Évidemment, bien sûr. En fait, on est dans la même situation qu'en 2005, puisque rien n'a changé, en fait. Vous savez, ça a même empiré. Et c'est-à-dire qu'en fait, là, évidemment, que la police, c'est juste un révélateur de quelque chose. C'est-à-dire que la police, c'est l'étincelle. J'ai parlé tout à l'heure d'étincelle qui fait, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, en fait, forcément, oui, la police n'est que le déclencheur d'un malaise plus général et des inégalités qui sont évidemment structurelles aujourd'hui dans les quartiers populaires et plus particulièrement dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Donc évidemment que ce n'est pas que la police. Évidemment qu'en 2005, c'est la mort de Ziad Bouna, mais ce n'est pas que cela. C'est tout un ensemble de choses où on a vu, par exemple, des gens qui parlaient, évidemment, qui déchiraient leur carte d'identité, qui se sentaient pas français, etc., etc. C'est plein de choses qui font que, évidemment, que ça explose. Quand vous parlez tout à l'heure de la surmortalité aujourd'hui dans le 93, mais évidemment, aujourd'hui, on a une surmortalité parce que, comme vous venez de le dire, maintenant, on le sait, que le coronavirus est mortel pour les personnes en surpoids, pour des personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, évidemment, les questions de diabète. Et quand on regarde les chiffres et qu'on transpose les maladies aujourd'hui sur les morts du coronavirus, on voit que c'est les endroits où il y a le plus de personnes qui sont atteintes de ces maladies. Donc forcément, oui, qu'il y a un lien. Et forcément, et moi je pense que la question qu'on devrait tous se poser, c'est pourquoi ça n'explose pas avant? C'est-à-dire qu'en fait, on devrait s'étonner du fait que ce soit aussi calme, en fait. Parce que quand on regarde qu'aujourd'hui, dans le 93, ça tombe comme des... C'est-à-dire que
Bagnolet. Aujourd'hui, ici, on a une surmortalité extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, rien que dans mon entourage propre, j'ai énormément de personnes que je connais où les parents sont décédés. C'est-à-dire qu'il y a un des deux parents qui est décédé. Dans mon entourage, moi, à titre personnel, c'est énorme, en fait, ce qui se passe. On s'en rend pas compte. C'est un peu comme, vous savez, avec la canicule, quand on fera les comptes après. Et quand on verra qui est vraiment mort, en fait, de ce virus. Quand on verra quelle est l'origine sociale et quelle est l'origine ethnique des personnes qui sont mortes de ce virus. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on fait aujourd'hui le comptage ethnique parce que c'est permis aux États-Unis, c'est légal, on a le droit. Donc on voit que les Afro-Américains sont ceux qui meurent le plus. Donc forcément, évidemment, c'est la population la plus d'obèses, c'est la population où on va moins chez le médecin, etc., etc. Et ben c'est pareil en Seine-Saint-Denis en fait. Mais sauf qu'ici, voilà, on a un peu de mal avec ça, on ne peut pas le dire. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, les caissières, quand on regarde les vigiles dans les supermarchés, etc., ceux qui sont en première ligne, ceux qui travaillent à FedEx dans les plateformes de fret, etc., bah, ça serait intéressant de regarder leur origine sociale et ethnique, et on verrait qu'en fait les deux se croisent et qu'en fait c'est lié. Comment expliquez-vous à ce moment-là, puisque vous avez fait allusion aux émeutes de 2005, rien n'a changé, dites-vous. Pourtant, de l'argent a été dépensé depuis plus de 15 ans, y compris dans le 93. Oui, bien sûr, de l'argent, bien sûr, il y en a comme partout en France, mais sauf qu'évidemment, c'est faux de dire qu'il y a plus d'argent qui était donné dans le 93, puisqu'on le sait maintenant, bon voilà, il y a des chiffres qu'on peut consulter, on sait qu'il y a beaucoup moins de moyens dans l'éducation, dans la santé. Bon, malheureusement, il a fallu attendre le coronavirus, mais plein de médecins ont dit que très rapidement les hôpitaux étaient saturés, qu'ils n'avaient pas les moyens de faire face, que évidemment il y a moins de médecins par habitant dans le 93, il y a moins de possibilités de faire de la prévention en amont pour détecter les maladies, etc. Parce que les gens n'ont pas d'argent, les gens vont moins chez le médecin, etc., etc. Et donc oui, forcément, ça a empiré. Bien sûr, c'est bien pire. Et en tout cas, il faut vraiment cesser avec ce mythe de l'argent qu'on déverserait par milliards dans le 93, puisqu'on le sait que c'est faux. Il y a moins de services publics. Les transports sont moins bien, enfin le territoire est moins bien doté en transport public, etc., etc. Donc quand on regarde par ailleurs la banlieue ouest ou même Paris intramuros, on voit qu'il y a beaucoup plus de moyens. On sait que la qualité de l'enseignement public, par exemple, est bien meilleure dans Paris parce qu'il y a plus de moyens tout simplement. Parce que les profs, par exemple, les meilleurs profs, les agrégés qui coûtent le plus cher sont dans Paris, sont pas en Seine-Saint-Denis, etc., etc. Voilà, on sait qu'aujourd'hui il y a des collèges où, par exemple, au début du confinement, moi je suis prof en Seine-Saint-Denis à Bondy. Et on n'avait même pas de quoi se laver les mains. Il n'y avait même pas de papier de toilette, il n'y avait pas de papier pour s'essuyer, etc. C'est-à-dire qu'on avait des conditions désastreuses d'enseignement dès le début de l'épidémie, alors que dans le même temps, le ministère nous disait apprenez aux élèves à se laver les mains. Avec quoi? Je veux dire, on en était là, en fait, à un moment donné. Et donc, cette histoire, ce mythe qu'il y aurait plus de moyens en 93, il faut cesser avec cela, c'est faux, et toutes les études sérieuses le montrent. Youssef Brakni, comment expliquez-vous qu'un certain nombre d'incidents récents se soient déroulés justement dans le 92 et pas dans le 93, le 92 étant le département le plus riche de France? Tout à fait, ça pourrait être même un État, un État autonome, comme disait Pasqua. Et vous aurez remarqué quand même que c'est les poches de pauvreté dans le 92. C'est-à-dire que, vous savez, le Bronx, le Queens, c'est ça, c'est à côté de Manhattan. Je veux dire, c'est pas si loin en fait. C'est même le centre de la ville de New York. Mais vous savez, c'est très facile. Les études urbaines le montrent qu'on peut créer des poches de pauvreté, des poches complètement hermétiques, dans lesquelles se développe une extrême précarité, une extrême mortalité. Sans aucun problème. Donc en fait, vous avez remarqué que c'est Villeneuve-la-Garenne, c'est Gennevilliers, c'est Asnières, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans le 93, on a le Neuilly du 93, on a le Raincy. Qui est très riche, où il y a énormément de personnes qui payent l'ISF, etc., enfin, qui payaient l'ISF, que ça n'existe plus, et ça n'empêche pas. À Fontenay-sous-Bois, pareil, à Fontenay-sous-Bois, il y a eu des révoltes ces 3 dernières nuits, et pourtant, on a une partie qui est frontalière avec Vincennes et qui est très riche. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, pour créer des pauvres, des poches de pauvreté. Mais le 93, en réalité, c'est un département où il y a énormément d'entreprises, où il y a énormément d'entreprises qui payent des impôts, etc., où il y a énormément de richesse aussi qui est produite. Mais on a des inégalités systémiques, un racisme systémique qui empêche les personnes d'avoir accès au marché du travail, d'avoir accès au logement, etc., etc. Youssef Brakni, ça fait à peu près un mois depuis le début du confinement qu'on ne parle plus tellement des musulmans dans les médias. On a parlé des chrétiens évangélistes qui seraient responsables de l'épidémie autour de Mulhouse. On a parlé des catholiques intégristes à Saint-Nicolas du Chardonnay qui s'étaient rassemblés pour célébrer une messe en dépit de l'interdiction. On parle des juifs orthodoxes qui posent des problèmes à Jérusalem, mais pas des musulmans. Or, le ramadan commence.
Va-t-on commencer à parler des musulmans qui ne respecteraient pas le confinement et peut-être va-t-on en parler suite à ces incidents en banlieue? Alors oui, bon, il y a eu quelques tentatives, quand même, hein. Il y a eu quelques tentatives d'Éric Zemmour, un peu par-ci par-là, à droite à gauche, d'essayer de lancer quelques petites polémiques sur les musulmans. Hein, il a quand même essayé, il faut quand même le reconnaître. Il y a quelques animateurs télé aussi sur CNews qui ont essayé de poser des questions à des hommes politiques sur des musulmans qui poseraient problème. Ça ne prend pas en fait, parce qu'il y a un moment donné où bon, les gens voient bien que c'est ridicule là. On peut pas. Effectivement, vous avez raison. Le problème en France, il est venu d'un rassemblement évangéliste à Mulhouse et même la Corée. D'ailleurs, la Corée a été infectée parce que c'est des gens qui sont revenus d'un rassemblement évangéliste en Chine et qui ont contaminé la Corée et qui sont rentrés clandestinement en Corée. Donc là, pour le coup, on s'est dit, on va nous foutre la paix. Et évidemment, je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait tweeté, si ça avait été des musulmans qui avaient lancé l'épidémie, on aurait eu des reportages et des reportages et des reportages. Et il y a quand même eu un reportage sur CNews, quand même, je tiens à le dire. Je fais beaucoup de pub pour CNews, mais où il était question de est-ce que le Ramadan va être annulé. C'était une vraie question de fond, un débat important. Est-ce que le Ramadan va être annulé? Évidemment, il ne sera pas annulé, hein, le Ramadan, parce que voilà, ça ne change rien. Le confinement sera juste une occasion supplémentaire d'être dans une méditation, de lire beaucoup, etc. Ça n'empêche en rien de faire le Ramadan, en fait, de faire le jeûne. Évidemment, il n'y aura pas de prière collective le soir, puisqu'évidemment, les musulmans sont comme le reste de la population, ils respectent le confinement. D'ailleurs, les préfets le disent, hein, que c'est pas moins respecté qu'ailleurs. D'ailleurs, quand on regarde, ça serait intéressant de regarder aussi le profil sociologique des 1 million de Franciliens qui ont quitté l'Île-de-France, hein, qui ont quitté précisément la région juste avant que ne soit décrété le confinement. Hein, parce qu'on le sait maintenant, ils se sont déplacés massivement et donc qui ont dû forcément déplacer le virus avec eux. Je suis sûr qu'on verrait qu'il y a très peu de personnes de la Seine-Saint-Denis parmi ces personnes ou de Villeneuve-la-Garenne. Et donc voilà, oui, donc il y a eu des tentatives, ça n'a pas pris, mais quand même, il ne faut pas oublier que voilà, on n'est pas à l'abri. Et surtout avec ces révoltes, effectivement, on peut être tenté de dire qu'on a face à un truc un peu comme on l'avait dit en 2005, vous savez, des réseaux islamistes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2005, il y avait eu un rapport des renseignements généraux qui avait été commandé par Sarkozy à l'époque, qui est très intéressant, que vous pouvez relire à nouveau dans le journal Le Monde, et qui expliquait très bien que les raisons des révoltes, c'était des raisons clairement sociales. Et ils avaient dit que tant qu'on ne réglera pas la question des inégalités sociales, c'est l'IRG qui le dit, hein, tant qu'on ne réglera pas la question des inégalités sociales, d'autres révoltes reviendront de manière épisodique comme ça, etc., tant qu'on n'aura pas réglé structurellement le problème. Et la réponse de Nicolas Sarkozy, après avoir reçu ce rapport, c'est qu'il a enterré ce rapport et il a viré le chef d'IRG immédiatement. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui, voilà, on paye aujourd'hui le fait qu'on n'a pas agi à l'époque. Et évidemment, comme je l'ai dit, la situation est bien pire. Mais donc voilà, donc c'est vraiment voilà, on n'est pas à l'abri d'un retour de l'islamophobie avec ces révoltes. C'est un peu à la mode aujourd'hui de penser le monde d'après le confinement, d'après le coronavirus. Ce serait comment le monde d'après, alors vu par vous et vu par les banlieues? Bah, déjà, je pense que ce qu'on aimerait, en tout cas, moi je suis membre d'un comité Vérité Justice, le comité Adama. Je pense que ce qui serait bien, c'est de regarder le présent maintenant, tout de suite, de regarder le présent, à la limite de regarder ce qui a été fait auparavant. Et c'est-à-dire que, au lieu de se projeter dans des scénarios complètement grotesques, absurdes, où en fait on va un peu transposer ces fantasmes, en fait, on va dire que ça va changer, qu'on va tout sera plus, enfin les choses ne seront plus jamais comme avant. Évidemment, ça je n'y crois absolument pas. Moi, je ne crois absolument pas que les choses vont changer après. Je pense même que ça peut être pire. Je pense même que Macron va bien s'en tirer de cette situation. Tous ceux qui pensent qu'après il va y avoir des grandes révoltes, des grands mouvements, etc. Moi, je n'y crois absolument pas. Un changement radical, structurel, etc. Je n'y crois pas parce que je regarde déjà ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, il faut regarder aujourd'hui ce qui se passe. Donc là, il y a des révoltes là qui sont là dans tous les quartiers de France. Tout le monde, en fait, en réalité, s'en moque, notamment les grandes figures de la gauche. Aujourd'hui, il y a très peu de commentaires, très peu d'analyses fines sur cette situation, de tous les responsables de gauche, quels qu'ils soient. Et donc, je vois pas comment on peut se projeter vers l'avenir sans parler de ce qui se passe aujourd'hui devant leurs yeux. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est de voir que quand on parle de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'en réalité, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui a été longtemps très à gauche quand même. C'est un département qui a été un bastion rouge du Parti communiste, notamment, mais pas que. Il y a eu aussi, il y a aussi la France Insoumise récemment. La plupart des députés de la France Insoumise viennent de la Seine-Saint-Denis. Donc, en fait, en réalité, quand moi j'analyse à gauche, elle a aussi une responsabilité dans ce qui se passe dans ce département. Parce qu'ils ont été aux commandes. C'est des gens qui ont tout eu. La région était de gauche. Hein, le département était de gauche. Pendant très longtemps, il était communiste, puis il est passé socialiste. Les mairies étaient majoritairement des mairies communistes, socialistes, élevées, etc. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, en fait?
Moi, pour moi, quand j'analyse et quand je vais par exemple à Bagnolet, quand je vois l'action ici de la gauche à Bagnolet, c'est qu'elle a été concentrée que sur une seule chose, c'est d'empêcher que les quartiers populaires s'organisent politiquement et de manière autonome. C'est-à-dire que la hantise de ces mouvements, c'est qu'en fait, ils se disent, si jamais ils deviennent autonomes, si jamais ils ont leur propre mouvement politique, ben en fait, ils n'auront plus besoin de nous. Ils voteront plus pour nous. Parce qu'en fait, la seule façon qu'ils ont d'appréhender les quartiers populaires, c'est de les voir en termes de réservoir électoral, en fait. C'est quelle voix ils vont m'apporter, quelle communauté va m'apporter telle voix, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ça a été la seule approche qu'on a fait des quartiers. Et quand des militants, comme moi, mais comme d'autres, essayent d'organiser politiquement, essayent de créer une autonomie politique dans les actions, dans la solidarité, etc., mais des luttes aussi sur les ascenseurs, sur le logement digne, contre la police, contre le racisme, etc. Ceux qu'on a en face de nous, c'est pas l'État forcément, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la droite, ça va être les mouvements de gauche, parce qu'ils ne veulent pas que des mouvements politiques émergent de ces quartiers populaires-là. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est leur, enfin, je pense que c'est leur plus grande hantise. Et moi, je le vois ici. Concrètement, par exemple, on a Alexis Corbière, qui est député de la France Insoumise ici, qui n'a eu de cesse plutôt d'entraver toute émergence politique des quartiers populaires plutôt que, à la limite, de l'encourager ou de s'en faire le porte-voix à l'Assemblée. De quel mouvement politique parlez-vous? Ce serait sur une base communautaire, communautariste, donc c'est les Black Panthers, c'est les partis qui ne recruteraient que des gens issus de l'immigration? Non, pas du tout. Enfin, bon, après, on part. En fait, ce qu'il faut partir quand on part, vous savez, des luttes locales, on part de ce qui est la réalité locale. En fait. Alors, on peut s'inventer une vie, on peut dire, voilà, on va prendre tout le monde. Évidemment, tout le monde est le bienvenu parce qu'en fait, le critère, c'est la justice. C'est-à-dire qu'on crée une communauté qui est basée sur l'exigence de justice et d'égalité. C'est ça qui compte. Voilà. Nous, souvent, les mouvements de lutte contre les violences policières, c'est vérité et justice. On veut la vérité et on veut la justice. C'est ça, en fait. C'est ça le maître mot. C'est qu'on réclame l'état de droit, la justice. Et que les policiers soient jugés comme les autres. Quand on a cette base-là, tout le monde est le bienvenu. Si tu es pour la justice, tu es le bienvenu. Mais il y a une réalité dans les quartiers populaires. Quelle est cette réalité? C'est qu'on a parqué les mêmes gens, les gens des mêmes couleurs, ensemble. C'est ça la réalité. Donc on part de ce qu'est la réalité. Alors évidemment, quand tu vas essayer de rassembler ceux qui sont discriminés à cause de leur couleur de peau, les Noirs, les Arabes, les Roms, etc., on va te traiter de communautarisme. Mais, sauf que moi, je prends la réalité qui est là, qui est devant, je fais avec ce que j'ai là. Quand on a un problème d'ascenseur sur une tour de 18 étages pendant 3 ans, etc., et que tout le monde n'en a rien à faire, mais absolument rien à faire, et que du coup tu te mets en mouvement pour faire en sorte que des gens puissent vivre dignement, et que du coup tu le fais avec les habitants de cette tour, bah, tu te rends compte que les habitants de cette tour sont majoritairement noirs et arabes. Oui, c'est comme ça. Et pour t'empêcher, notamment, bah, par exemple, de mener cette lutte, une des armes qu'ils vont utiliser pour te désarmer, c'est de dire que t'es communautariste. C'est de dire que t'es islamiste. C'est de dire que voilà, tu te renfermes, etc., etc. Alors que toute personne qui est pour la justice est le bienvenu. Je citais les Black Panthers, mais on sait que leur action a été efficace dans les quartiers les plus pauvres, noirs américains, dans les années 60-70. Vous y pensez, vous? Oui, clairement. Bah, les Black Panthers, c'est clairement une référence, en fait. Les Black Panthers, c'est une référence claire pour tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent dans les quartiers populaires, s'organisent dans les quartiers populaires, notamment les 10 points, les 10 commandements, entre guillemets, hein, les 10 revendications des Black Panthers, mais aussi leur manière de s'organiser. Par exemple, il faut savoir qu'ils partaient vraiment des réalités concrètes. Ça, c'est ce qui me parle beaucoup. Il y avait un problème, ils avaient remarqué que les enfants noirs ne mangeaient pas le matin. Ils n'avaient même pas de petit déjeuner tellement ils étaient pauvres. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place des petits déjeuners le matin pour tous les enfants noirs avant qu'ils partent à l'école. Ça, c'est un exemple. Mais ils avaient mis en place aussi des cliniques, voilà, de la médecine, etc., pour pour permettre justement à ces populations qui n'ont pas accès à la médecine d'y avoir accès, etc., etc. Des cours de droit, des cours sur l'histoire noire et sur l'histoire des décolonisations de l'Afrique, etc., etc. Ça, évidemment, ça, c'est une référence pour nous. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec le comité Adama. Et je pense évidemment, avec notre contexte, qui est français, on fait avec ce qu'il y a devant nous aussi. Mais par exemple, le comité Adama, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils ont fait, notamment avec le mouvement hippie, contre la guerre du Vietnam, où ils ont essayé de faire des connexions avec le mouvement hippie. Nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec le mouvement des Gilets jaunes, où dès le début, au mois de décembre, on a essayé de faire des connexions. Mais c'est ce qu'on avait fait aussi avec les mouvements sociaux, comme par exemple les étudiants, l'année précédente, à Tolbiac, etc., où Assa Traoré, avec moi, avec d'autres, on allait intervenir dans ces amphis, etc., face à des gens qui n'étaient pas dans les quartiers populaires, qui n'étaient pas du même profil sociologique que nous. Mais voilà, on a essayé de faire des ponts
Parce que l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est si tu es pour la justice, tu es le bienvenu à nos côtés. Il faut tout de même rappeler que la situation des Noirs en Amérique était très différente de la situation d'ici. La police américaine était infiniment plus violente que la police française l'a jamais été. La ségrégation, les inégalités étaient inscrites dans la loi. En France, c'est très différent. Alors déjà, évidemment, la situation elle est différente parce que c'est une autre histoire. Déjà, l'histoire des Afro-Américains, c'est une histoire liée à l'esclavage. Nous, on a une histoire tout aussi violente. Elle est différente. C'est pour ça que moi, j'insiste que ça peut être une référence, une inspiration. Mais on a d'autres inspirations ici aussi en France et dans notre continent d'origine, qui est notre histoire commune à tous. Par exemple, les mouvements anticoloniaux. Hein, c'est-à-dire que ces mouvements-là, c'est aussi des sources d'inspiration pour nous, parce qu'on vient de là. Et ils ont battu l'impérialisme, ils ont combattu contre l'impérialisme, contre le racisme, etc. Et en fait, non, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas moins violent. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. En France, ça a été aussi très violent. Il faut pas oublier qu'en France, parce qu'on l'oublie souvent, et parce qu'en fait, on n'a pas la même machine qu'Hollywood avec des films qui remontrent ces événements, etc. Contrairement aux États-Unis. Mais en fait, en France, il y a eu ce qu'on appelle des ratonnades. À l'été 74, on a quand même eu des chasses à l'homme à Marseille, où on a eu plus de 10 Algériens, 10 Arabes, parce que c'est surtout des Algériens, qui étaient chassés dans les rues, lynchés, comme on peut voir aux États-Unis. Faut pas oublier qu'en France, on a eu aussi une grande marche, qui s'appelle la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui est l'équivalent de ce qui a pu se passer aux États-Unis avec Martin Luther King, à Selma ou la marche sur Washington. Faut pas oublier qu'en France, il y a un super livre qui s'appelle Arabicide, de Fausti, il me semble, j'ai oublié le terme, j'ai oublié le nom, je crois que c'est un auteur italien, qui a appelé ça l'arabicide, où il a fait un travail sur les nombres d'Arabes qui ont été tués entre 1971 et 1991. Il avait comptabilisé plus de 200 personnes d'origine arabe qui ont été tuées. Je pense par exemple à des légionnaires qui étaient dans un train, qui avaient vu un jeune arabe qui l'avait jeté par-dessus la fenêtre du train et qui est mort. Je pense, donc j'ai parlé Ça a donné un film réalisé par Roger Hanin. Exactement. Mais donc du coup, vous voyez bien que il y a une amnésie collective, un peu comme la preuve. Vous venez de me dire que c'est moins violent. Non, dans les années 70, années 60, dans les années 50, il y a eu énormément de crimes. Et je pense par exemple au 17 octobre 1961. Ça, c'est pas les États-Unis. 17 octobre 61, c'est durant la Ve République. C'est dans les rues de Paris. C'est-à-dire que c'est la police française qui tire à balles réelles avec des mitrailleuses sur des personnes désarmées, des civils. C'est le plus grand massacre de civils depuis la Commune, dans Paris quand même. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas énormément de films dessus, on n'en parle pas, c'est pas un sujet, etc. Pourtant, il y a eu un massacre à grande échelle à Paris. On a jeté les gens par-dessus la Seine. On les a retrouvés beaucoup plus loin, parfois jusqu'au Havre. Je pense par exemple à mai 67 en Guadeloupe, où pareil, on a la gendarmerie qui tire à balles réelles sur les Guadeloupéens qui demandaient une vie digne. Vous voyez, donc non, les massacres, ils existent. Il y a aussi une grande histoire sanglante, malheureusement. C'est pas pour faire la concurrence, c'est pas un jeu, mais non, la France aussi. Et moi, je tiens à dire que voilà, encore très régulièrement, pendant le confinement, on a eu un jeune qui a été tué par la police à Béziers. Hein, on a été retrouvé mort au commissariat de Béziers. Donc évidemment, un jeune d'origine arabe qui s'appelait Mohamed. Et donc là encore, vous voyez, non, on n'est pas sorti et c'est pas pour relancer notre histoire. C'est notre histoire. Nous, on a notre histoire ici aussi. On a nos références aussi. On a les grands mouvements de l'immigration aussi en France qui sont des références. Je pense par exemple au MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues, qui est un grand mouvement de lutte contre la double peine, contre les violences policières, pour les logements dignes dans les années 90. Ça, c'est nos références aussi. Merci Youssef Bakri. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.